Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis heureux d'introduire ce débat ô combien important proposé par le groupe socialiste du Sénat, alors que l'heure du bilan économique tant vanté du macronisme semble arriver. Dans un pays où les revenus du capital ont littéralement explosé, avec 100 milliards de distribution de dividendes et rachats d'actions en 2024, au CAC 40 l'an dernier, record historique et européen au passage, il est grand temps de s'appesantir sur les réformes du capital menées depuis 8 ans dans un pays qui a vu exploser son nombre de travailleurs pauvres et de pauvres tout court, avec 10 millions de personnes touchées, record là aussi historique depuis l'après-guerre. Concrètement, le mandat d'Emmanuel Macron a plongé 1,2 million de personnes dans la pauvreté. Mais avant de rentrer dans la politique nationale, il me semble important de dézoomer la focale en prenant un peu de profondeur historique. Depuis le milieu des années 60, le niveau de taxation des revenus du capital et du travail a connu des évolutions contrastées. Le niveau moyen de taxation portant sur les revenus du capital est resté relativement stable, alors que le niveau d'imposition sur les revenus du travail a connu une forte augmentation. Si on se concentre sur le cas français, on observe une forte hausse du taux de taxation sur les sociétés dans les années 70, passant de moins de 20% à près de 40% en une décennie, suivi d'une très forte hausse jusqu'au début des années 1990 pour atteindre un niveau historiquement bas de près de 15%. On retrouve ces mêmes évolutions du taux de taxation sur les revenus des capitaux entre les années 70 et 90, même si ce taux a eu tendance à augmenter depuis le début des années 90. Sur la même période, le taux de taxation sur les revenus du travail a augmenté de manière continue entre le milieu des années 70 et aujourd'hui, tout en maintenant un niveau plus élevé relativement à la moyenne des autres pays développés. Ces différentes évolutions sont le résultat de plusieurs changements structurels qui ont caractérisé l'ensemble des pays développés. Parmi ces changements, on peut naturellement penser à la mondialisation des échanges commerciaux, l'adoption de nouvelles technologies ou encore la déréglementation du marché du travail. Néanmoins, la libéralisation financière, en garantissant une plus grande diversification des sources de financement pour les entreprises, mais également une intensification des transactions financières internationales, a également pu contribuer à réduire le taux moyen d'imposition sur les sociétés et sur les revenus du capital. Ce mouvement s'est en effet traduit par la montée en puissance de divers investisseurs institutionnels, comme les fonds d'investissement ou les fonds de pension. Le poids de ces différents acteurs dans les opérations financières peut différer selon les pays. Par exemple, les fonds d'investissement se sont particulièrement développés en France dès les années 80, à la différence des fonds de pension qui restent quasi inexistants. Or, le taux de rentabilité des entreprises, dont dépend la rémunération de ces investisseurs, augmente avec la baisse du taux de taxation sur les sociétés. Ainsi, la libéralisation financière, à travers la montée en puissance des investisseurs institutionnels, a pu réduire le taux de taxation sur les sociétés. Par ailleurs, on peut observer un effet négatif de la libéralisation financière sur le taux effectif de taxation des sociétés plus prononcé dans les pays d'Europe occidentale, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et d'Europe du Sud, Espagne et Italie. En effet, ce sont particulièrement dans les pays d'Europe continentale qu'on a pu remarquer une montée en puissance très rapide des investisseurs institutionnels. Enfin, il est donc clair que la hausse du niveau de taxation sur les revenus du travail traduit simplement que la fiscalité s'est davantage portée sur ces revenus qui sont par définition moins mobiles. Dès lors, la libéralisation financière explique cette tendance. Une tendance qui a fait l'objet de maintes alertes. Déjà en 2007, dans un entretien au Financial Times, Alan Greenspan, l'ex-président de la Réserve fédérale américaine, observait lui aussi cette caractéristique très étrange du capitalisme contemporain qui, selon lui, je cite, « la part des salaires dans le revenu national aux États-Unis et dans d'autres pays développés atteint un niveau exceptionnellement bas selon les normes historiques ». De son côté, la Banque des règlements internationaux, qui regroupe les banquiers centraux de la planète, notait en 2007 « la part des profits est inhabituellement élevée et la part des salaires inhabituellement basse ». L'amplitude de cette évolution et l'éventail des pays concernés n'ont pas de précédent dans les 45 dernières années. Le phénomène s'est depuis accentué. Mais revenons en France, où les politiques de l'offre étaient censées faire ruisseler de tous leurs dividendes les salaires de nos travailleurs. Il semblerait que ce n'ait pas été le cas,
Pourtant, c'est à grands frais que le président de la République n'a eu de cesse de faire baisser la taxation des grands groupes. En ce sens, une étude publiée en septembre dernier par l'INSEE a fait un bilan de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, ramené de 33 à 25 % entre 2016 et 2022. Première conséquence directe de la baisse de ce taux. Alors que le bénéfice fiscal des redevables de l'impôt sur les sociétés a augmenté très fortement entre 2016 et 2022, plus 71 %, pour atteindre près de 280 milliards d'euros en 2022, le montant de l'impôt sur les sociétés à acquitter avant réduction et crédit d'impôt a lui augmenté dans une bien moindre mesure, plus 31 % pour atteindre 68 milliards d'euros. Puis, les entités qui ont le plus bénéficié de cette baisse d'impôt massive mise en œuvre lors du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron sont les plus grands groupes. L'INSEE nous apprend notamment que le montant d'impôt acquitté rapporté à leur excédent net d'exploitation s'est réduit de 5 points de pourcentage sur la période 2016-2022 pour atteindre seulement 14,3 %. C'est beaucoup plus que ce dont ont bénéficié les PME, dont le taux implicite d'impôt sur les sociétés n'a reculé que de 1,7 point pour s'établir à 21,4 % en 2022. Jamais le capital n'aura été aussi gâté. Plusieurs chiffres résument tout des 8 dernières années d'une politique de l'offre inefficace et coûteuse, au point d'avoir fait dérailler le déficit du pays à un niveau historique. Mais tout le monde n'a pas été perdant. Certains ont vu leur fortune multipliée par 6 ces 16 dernières années. En effet, les 500 personnes les plus riches de France ont vu leur capital exploser quand la classe moyenne a quasiment stagné. Cette augmentation n'est pas tombée du ciel, pas plus qu'elle ne relève de la main invisible du marché. Elle découle directement de décisions prises par des décideurs publics, bien en chair et en os, qui, par l'édiction de règles fiscales favorables au capital, produisent des effets très concrets. C'est ainsi que depuis que le président Macron est au pouvoir, la rémunération des actionnaires a crû de plus de 114 %, quand les dividendes ont pris 46 % et les rachats d'actions, qui, je rappelle, ne sont que des actions boursières spéculatives, plus 286 %. Dans le même temps, le SMIC brut a pris plus 19 % et le salaire moyen brut 15 %. Je rappelle aussi que le gouvernement s'est toujours opposé à une augmentation minime du SMIC, qui aurait permis un choc de demande et développé des gains de productivité pour notre pays. Voilà le choix économique qui a été fait depuis 8 ans. Mener une politique de l'offre, qui le dispute souvent à la politique de l'offrande, et qui permet d'accroître les marges des entreprises et de viser un plein emploi dégradé. Le tout au prix de la baisse de la productivité de l'économie, de la précarisation des travailleurs et de la destruction du modèle social. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, le gouvernement a fait le choix de baisser les impôts de production. Des milliards d'euros de recettes en moins au nom d'un objectif affiché, améliorer la compétitivité, relancer l'investissement et favoriser l'emploi. Mais les résultats, eux, ne sont pas au rendez-vous. Une récente étude de l'Institut des politiques publiques l'a confirmé. Aucun effet mesurable sur l'investissement, sur l'emploi, ni sur les exportations. Autrement dit, des milliards dépensés pour un impact économique imperceptible. Et pourtant, malgré ce constat, le projet de loi de finances pour 2026 poursuit dans la même voie. La CVAE va continuer à être réduite, sans doute pour améliorer la santé de nos finances publiques, pour un coût de 1,1 milliard d'euros supplémentaires dès l'an prochain, avant sa suppression totale d'ici 2028. Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'une politique publique est efficace lorsqu'aucun résultat n'est observé. À l'évidence, vous confondez politique économique et politique du chèque en blanc. Malheureusement, à la fin, ce ne sont pas les Françaises et les Français qui y gagnent, mais seulement quelques actionnaires du CAC 40. Monsieur le ministre, croyez-vous sincèrement encore à la théorie du ruissellement? Je vous remercie. Selon Eurostat, en juillet 2025, le taux de chômage en France remonte à 7,6 contre 7,4 un an plus tôt. Et pendant ce temps, il continue de baisser dans la zone euro. Alors, si la baisse des impôts de production était vraiment ce levier miracle de la compétitivité et de l'emploi, expliquez-nous pourquoi nous ne suivons pas cette tendance européenne. Quand le chômage remonte, que les inégalités se creusent et que l'État se prive encore de recettes,
Il me semble qu'on ne doit plus parler de compétitivité, mais plutôt d'aveuglement budgétaire. En 2023, l'OCDE mesurait que dans la quasi-totalité des pays, les revenus du capital étaient moins taxés que les revenus du travail. La France est à 14 points de taxation en plus des revenus du travail par rapport aux dividendes. La question de la justice fiscale dans notre pays se pose avec prégnance quotidiennement ces jours-ci. Notre système fiscal repose aujourd'hui sur la taxation des plus-values réalisées, c'est-à-dire celles qui résultent d'une cession d'effectifs d'actifs. Cependant, dans un contexte où la valorisation des patrimoines financiers et immobiliers connaît une progression constante, les plus-values dites latentes, c'est-à-dire les gains non encore réalisés mais constatables sur les actifs détenus, représentent une richesse réelle qui alimente les inégalités patrimoniales croissantes. Plusieurs pays, dont les États-Unis, dans certains débats récents, ont envisagé ou expérimenté une forme de taxation partielle de ces plus-values latentes, notamment pour les contribuables les plus aisés. Aussi, Monsieur le Ministre, afin de renforcer l'équité de notre système fiscal, tout en assurant la soutenabilité budgétaire de nos politiques publiques, seriez-vous favorable à l'ouverture d'une réflexion, voire d'une expérimentation sur la création d'un dispositif de taxation des plus-values latentes applicable au très haut patrimoine? 79% des Français réclament plus de justice fiscale. Le constat est sans appel et ce budget 2026 était l'occasion de donner un cap pour plus de justice fiscale, sociale, environnementale en dégageant de nouvelles recettes. J'en proposais donc à l'instant. On estime que les plus-values latentes de 10% des plus riches représenteraient environ 1300 à 1500 milliards d'euros. Il ne s'agit évidemment pas de prendre le capital, mais seulement de le taxer chaque année, par exemple 1 à 2%, ce qui donnerait et apporterait aujourd'hui 30 milliards d'euros. Je vous laisse donc y réfléchir dans cette période où nous recherchons des ressources pour les Français. La fiscalité du capital est au cœur du débat budgétaire pour 2026. Nos concitoyens demandent plus de justice fiscale. Les inégalités se creusent avec presque 10 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté, alors que le montant des 500 plus grandes fortunes a plus que doublé depuis 2017. Ce montant, évalué alors à 600 milliards d'euros, atteignait 1 200 milliards en 2023. Ces inégalités croissantes rendent nécessaire la recherche d'un nouvel équilibre vers une plus juste redistribution des richesses. La fiscalité du travail et la fiscalité du capital répondent à des logiques différentes. L'une vise le financement des prestations sociales contributives, l'autre vise à taxer la rente et à limiter la concentration des richesses entre quelques-uns pour financer la solidarité nationale. La redistribution, le financement de la protection sociale et celui de la dette sont assurés de manière disproportionnée par le travail. Pour les classes moyennes, le taux d'imposition est de 50%. Pour les ultra-riches, il est de 26% selon l'Institut des politiques publiques. Le capital bénéficie pourtant à une infime proportion de la population. Il est excessivement protégé de l'effort fiscal, massivement abrité derrière les personnes morales, des entreprises, des holdings, sans que le ruissellement, malheureusement, vers les classes plus modestes ne se soit fait sentir. Par ailleurs, la multiplication des allègements généraux sur le travail, évalués à plus de 60 milliards d'euros, renforce encore cette injustice et renforce le sentiment que le salarié est toujours mis à contribution au détriment de celui qui possède l'outil de travail. Le système de protection sociale est souvent présenté comme exclusivement dans sa fonction de redistribution de charges pour les entreprises. Or, le système de sécurité sociale soutient très directement l'activité économique. Il s'agit d'un argent qui circule, qui est dépensé dans des biens de consommation, qui contribue à un développement économique dynamique de notre pays et qui ne présente pas de risque récessif pour notre économie. Monsieur le ministre, quels sont les leviers que votre gouvernement prévoit d'actionner pour mettre fin à l'injustice d'une telle concentration de richesses inédite, allant dans le sens de ce que l'on appelle désormais la sécession des ultra-riches? Merci. Voici donc la fin de ce premier round qui en appelle d'autres dans quelques semaines ici au Sénat. Un round à fleurets mouchetés à cette heure de la soirée. Mais en tout cas, j'ai apprécié, Monsieur le Ministre, vos réponses très structurées. Vous connaissez vos sujets et même j'ai pu sentir dans vos interventions une voie progressiste qui montre que votre passage au Parti socialiste n'aura pas été totalement inutile. Vous pouvez encore vous améliorer, naturellement. En tout cas, Monsieur le Ministre, le débat que nous venons d'avoir touche à l'un des fondements même de notre pacte républicain. Je regrette d'ailleurs que nos amis républicains soient partis. Le rapport entre le travail et le capital, entre la valeur produite et la richesse captée, ce n'est pas un débat technique, mes chers collègues,
C'est un débat de civilisation. Depuis la révolution industrielle, l'équilibre entre ceux qui produisent et ceux qui possèdent a toujours constitué le socle du pacte social français, même s'il y a eu des soubresauts. Et le dernier en date aura été celui des Gilets jaunes en la matière. En tout cas, ce modèle de société se fragilise, car désormais la richesse ne vient plus de l'effort, mais de plus en plus de la rente. Ce n'est plus le travail qui élève, c'est le capital qui accumule. Et pourtant, c'est encore le travail que l'on taxe, que l'on presse, que l'on culpabilise. On nous avait promis une France moderne, Monsieur le ministre, réconciliée, dépassant les clivages. Mais après 8 ans de macronisme, la réalité s'impose. C'est une politique de droite, libérale, assumée au service du capital, protégée. Suppression de l'ISF, allègement de la fiscalité du capital, affaiblissement de la progressivité de l'impôt. Pendant ce temps-là, l'ouvrier, l'infirmière, l'enseignant payent plein tarif ce mythe du fameux ruissellement. La droite invoque souvent le bon sens, on l'a encore entendu tout à l'heure. Mais le bon sens, c'est de comprendre que la justice fiscale n'est pas une punition. C'est une exigence de cohésion. Il n'y a pas de société durable lorsque l'effort est toujours demandé aux mêmes. Qu'on ne nous parle plus de mérite, aucun millionnaire, ou presque, de moins de 30 ans ne s'est bâti tout seul. Ce sont des héritiers ou des traders, pas des héros. Alors oui, il faut repenser notre fiscalité. Et le débat que nous avons à l'Assemblée nationale le permet, Monsieur le ministre, encore un petit effort pour éviter que vous soyez redevenu prochainement député. On vous souhaite de rester ministre longtemps. Ça dépend un peu de nous, je vous le concède. En tout cas, il faut, oui, repenser notre fiscalité, non pour punir la réussite que nous soutenons, et quand nous étions aux affaires, sur la formule consacrée, vous savez que non seulement nous avons permis ces réussites, mais que nous avons aussi maîtrisé les comptes de la nation. Mais aussi pour redonner sens à l'idée même de République, celle où l'impôt unit au lieu de diviser. La droite, aujourd'hui, a rompu avec ce qu'elle fut. Elle a oublié, ma chère collègue, la droite sociale du général de Gaulle, celle qui savait que la grandeur de la France ne pouvait reposer sur la misère de ses enfants. Et aujourd'hui, nous avons 10 millions de pauvres, nous avons 12% de smicards dans le monde salarié. Aujourd'hui, notre pays a tourné le dos à l'esprit du Conseil national de la résistance, à cette idée simple et magnifique que la prospérité ne vaut que si elle est partagée, comme d'ailleurs la production de richesses. C'était ça, le patriotisme fiscal de l'époque. Désormais, la priorité n'est plus le bien commun, mais le rendement du capital. L'économie n'est plus au service de la nation, c'est la nation qui se met au service des marchés. Ce renversement n'est pas neutre. C'est un choix moral, un choix de société. On nous dit qu'il faut récompenser le risque, protéger la réussite. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui modernité, c'est souvent la démission morale d'une époque. Car il y a un autre risque, celui que prennent les travailleurs précaires, les jeunes sans logement, les soignants à bout, les enseignants désabusés. Quand nous parlons de justice fiscale, nous ne parlons pas de revanche, nous parlons de responsabilité, d'équité, car une république sans équité devient une fiction. Alors mes chers collègues, dans ce moment où le projet de loi de finances pour 2026 se discute à l'Assemblée nationale, en tout cas pour l'instant c'est le PLFSS, rappelons que la fiscalité n'est pas qu'une affaire de compte. Elle dit ce que nous voulons être comme société. Et nous n'avons pas honte de la société française. Oui, elle est redistributrice, elle est protectrice des plus faibles. C'est notre modèle de société. Et il coûte de l'argent, il faut l'assumer. Nous, socialistes, défendons une fiscalité du travail plus juste, une contribution du capital plus équitable, un impôt réhabilité comme acte de fraternité républicaine, parce qu'il n'y a pas de république forte sans justice fiscale, pas de cohésion sans redistribution, pas de prospérité durable sans solidarité. Et j'en termine, Madame la Présidente. C'est ce message que notre groupe a voulu porter aujourd'hui, en conscience, en responsabilité. C'est le sens de notre engagement. Redonner au travail la place qu'il mérite, redonner à l'impôt le sens du lien et redonner à la République le souffle de la justice. Le consentement à l'impôt, la qualité des services publics, l'ascenseur social constituent sans nul doute les fondamentaux d'une République rénovée. C'était le sens de notre débat de ce soir.